député socialiste du Cher, cofondateur du collectif Cohérence Socialiste. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là, aussi loin, 7500 suppressions de postes, plus de régiments à Châlons-en-Champagne? On a entendu toute la journée Benoît Apparu s'en étrangler le maire de la ville. Il fallait aller aussi loin? Écoutez, ces restructurations sont inscrites dans la loi et dans la logique politique quand même depuis maintenant plusieurs années. On ne peut pas à la fois vouloir faire des économies et une fois qu'on fait des économies de manière concrète, eh bien crier au loup comme le fait M. Benoît Apparu, qui était dans un gouvernement. Ça ne date pas, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy et ça a continué, nous l'assumons, avec François Hollande. Aujourd'hui, nous avons une armée qui nous rend d'immenses services, qui représente la France dans tout le monde entier. On a des opérations extérieures, mais nous avons aussi l'obligation de faire des économies importantes au regard de notre déficit public qui, doit-on le rappeler, est de 2000 milliards d'euros. Donc on a ce problème-là. Et donc il fallait faire des choix. Moi je pense que le ministre l'a dit, les choix ont été faits en conscience avec des accompagnements pour les personnels, des restructurations. Et donc nous sommes en difficulté par rapport à cela parce qu'il y a des personnels qui sont inquiets, mais c'est une suite logique de ce que nous avons quand même annoncé ces dernières années. Sauf que la France intervient en ce moment au Mali, en Centrafrique, il y a les frappes aériennes en Irak. Certains généraux en retraite disent, parce qu'eux peuvent s'exprimer, c'est de la folie, on ne peut plus assurer nos objectifs, on en est là. Alors, il y a plusieurs problèmes. C'est vrai que la France prend ses responsabilités au niveau européen. Et il va bien falloir à un moment donné que nous soyons soutenus financièrement par des capitales européennes qui, elles, n'envoient pas de troupes au Mali ou ailleurs, comme c'est le cas pour la France. Mais est-ce que ça doit justifier le fait qu'on ne revienne pas sur ces fermetures? Je pense que le ministre s'est engagé à l'Assemblée nationale cet après-midi quand il s'est exprimé devant la représentation nationale sur le fait que ces fermetures, ces baisses d'effectifs n'impacteront pas les armées sur le côté opérationnel des choses. Donc nous allons voir comment les choses vont se présenter. Et est-ce que la dissuasion nucléaire est touchée aussi? Alors la dissuasion nucléaire n'est pas touchée aussi, mais c'est vrai que vous posez une bonne question et moi je fais partie des députés socialistes qui considèrent qu'on devrait réfléchir, pas à la remettre en cause sur son fondement, mais peut-être sur le niveau que nous avons, parce que cette dissuasion nucléaire, c'est une partie très importante du budget de la défense, et je pense qu'elle pourrait aussi 4 milliards par an, elle pourrait aussi participer à l'effort de réduction de déficit public, sans remettre en cause les choses. Vous savez, il y a des programmes qu'on peut étaler, il y a des aussi, on peut avoir une baisse légère par rapport à ça, et ça permettrait peut-être de garder des unités beaucoup plus opérationnelles. Mais il faut le reconnaître, dans le débat politique, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Mais ça sert encore à quelque chose d'avoir des missiles nucléaires sur des Rafales et puis 2 sous-marins partout dans le monde où on ne sait pas où ils sont, prêts à bondir au moindre souci. C'est la doctrine gaullienne, mais on a évolué vous posez une question qui est liée, je dirais, à la place de la France. Et c'est vrai que plus du prestige. Voilà, François Hollande, dès son élection, a dit et s'est engagé sur le fait qu'il ne remettrait pas en cause la dissuasion nucléaire. Moi, je ne dis pas qu'il faut la remettre en cause. Je dis au moins ayons le débat entre nous, avec la classe politique, parce que je vois que même des députés de droite se disent comme moi qu'on peut peut-être évoluer un peu sur cette question-là et faire en sorte que nos troupes sur le terrain soient mieux armées plutôt que de continuer avec cette logique du tout nucléaire dans un monde qui a quand même pas mal évolué. Yann Gallu, élargir les ouvertures le dimanche, une bonne idée pour l'emploi? Écoutez, moi je suis sceptique sur cette logique-là. D'ailleurs, on va avoir le débat parce que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au départ, on nous avait annoncé que ce texte serait présenté par des ordonnances. Et donc là, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que toute sa loi soit discutée et débattue par les parlementaires. Donc il peut y avoir dans cette loi de bonnes choses, il y a des pistes de travail que nous pouvons débattre, mais il y en a d'autres où les socialistes sont, je dirais, sceptiques. Je ne suis pas certain. Pourtant, vous n'êtes pas frondeur. Non, je ne suis pas frondeur, je fais partie de la majorité mais si même vous des députés. Mais dites ça veut dire qu'au PS, ça tangue. Au PS, ça va débattre. Ça va débattre là-dessus parce que vous savez très bien que le travail du dimanche pour les socialistes, c'est une question qui, jusqu'à maintenant, était, il faut le reconnaître, une sorte de totem. Et donc, on a toujours été
contre quand on était dans l'opposition. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va passer de 5 à 12. On va voir. Déjà, il n'y a pas une ouverture tous les dimanches, parce que certains voulaient l'ouverture tous les dimanches. Deuxièmement, on peut débattre. Qu'en pensent les syndicats? Va-t-il y avoir des contreparties? Les syndicats, ils sont déjà Voilà. vous. Mais va-t-il y avoir des contreparties salariales? Est-ce que, par exemple, tous les salariés qui vont travailler le dimanche vont avoir un double, je dirais, un prix de l'heure qui est multiplié par 2? Donc, il y a ce débat-là à avoir. Moi, je reste circonspect. Je le dis, il faut débattre. On prend un autre exemple, les pharmaciens. Là aussi, attention. Moi, je représente un territoire où il y a la ville, Bourges, mais il y a aussi la ruralité. Si on ouvre trop et si on met trop en concurrence les pharmaciens, dans les petites communes, dans les territoires ruraux, on risque de faire en sorte que les pharmacies ne puissent plus suivre. Donc, il faut mesurer l'impact de ce qu'on propose. Donc, ouvrons le débat. Travaillons aussi avec les professions réglementées, parce que moi, j'en ai reçu quelques-unes de ces professions-là. Elles sont ouvertes à des évolutions, mais ne passons pas en force et faisons attention de ne pas trop verser dans le social-libéralisme. Mais justement, pour vous, Emmanuel Macron fait tout ça pour plaire à Bruxelles? Alors, on peut se poser la question, mais rappelons aussi que c'était un texte qui était porté quand même il y a quelques mois par Arnaud Montebourg. Déjà, maintenant, oui. Emmanuel Macron l'a repris, l'a amplifié. Moi, jusqu'à maintenant, j'apprécie la méthode du ministre, puisque au départ, ça devait être des ordonnances. Là, il nous a reçus, je l'ai rencontré, d'autres parlementaires l'ont rencontré pour dire qu'il y aura un vrai débat parlementaire. Et donc, nous allons voir si véritablement c'est possible de le faire. Alors, vous publiez aujourd'hui un rapport sur l'exil des forces vives. Le nombre de Français expatriés a explosé depuis 10 ans, plus 35%. Vous expliquez ça comment? Alors, tout ça d'abord, concerne à la fois les années Sarkozy et Hollande. Hein. Tout à fait. Alors, il faut être précis. Le chiffre n'a pas explosé. Il a augmenté. Et je vais vous donner un exemple très concret, parce que les Français l'ignorent. On a 2,5% de notre population qui habite à l'extérieur de France. Pour l'Allemagne, c'est 4,5%. Et pour l'Angleterre, c'est 6% de la population. Londres est la 6e ville de France, je crois. Voilà, mais c'est le double d'Anglais qui vivent à l'extérieur d'Angleterre. Donc on assiste à quoi avec cette augmentation de chiffres? Tout simplement l'insertion dans la mondialisation des Français. Nous ne sommes pas un peuple d'émigrés. Nous n'avons pas l'habitude. Vous êtes en train de nous dire que jusqu'à présent, les Français n'avaient pas tendance à s'expatrier, contrairement à nos voisins. Exactement. Le double d'Anglais qui sont à l'extérieur d'Angleterre. Donc c'est un phénomène normal dans le cadre de la mondialisation. C'est pas ce que dit la droite. Hein. Elle dit que vous avez favorisé les exilés fiscaux. Exactement. Et vous pratiquez l'omerta d'ailleurs sur ces exilés fiscaux dans le rapport. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec deux pays que la droite libérale adore, l'Angleterre et l'Allemagne. Et on se rend compte que si on fait ces comparaisons-là, on est très très en retard par rapport au nombre de personnes qui vont vivre ailleurs. En ce qui concerne l'exil fiscal, les chiffres ont augmenté de 11% pour l'ISF l'année dernière, mais on parle de 600 personnes, alors que ça représente 0,1% des contribuables. Donc, à un moment donné, où on sait depuis hier que les millionnaires en France sont passés de 2,2 millions en 2013 à 2,4 millions en 2014. Donc sur 600, on a 600 personnes qui sont parties sur 2,4 millions. Donc moi je dis, il ne faut pas effacer ce débat-là. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Et ça vous inquiète pas plus que ça, donc. Relativiser. Et puis il faut rappeler quand même que notre système fiscal est aussi garantit aussi notre modèle social. Donc c'est un choix de société. Merci beaucoup Yann Gallut.